Il y a de plus en plus de gens qui veulent un changement radical dans leur vie. Améliorer leur situation. Se comprendre eux-mêmes et comprendre aussi leur entourage est très positif pour l'évolution que beaucoup souhaitent réaliser dans leur existence. Et bien que nous vivions des moments difficiles, comme jamais auparavant dans notre longue histoire, le désir d'aller de l'avant persiste également. Nous pourrions parler d'une persévérance tenace, au sein de laquelle se produit une mutation sans précédent, comme si les gens se sentaient insatisfaits de ce qu'ils sont, et qu'ils veulent corriger beaucoup de choses. Le problème est qu'ils ne savent pas comment faire pour créer un vrai contact avec d'autres personnes, qui sont elles aussi en quête d'affectivité et de bonheur. Et ils sont convaincus qu'avec ce souhait d'aller de l'avant, tout ira mieux. Ce serait sans aucun doute très positif, car ça nous mènerait à créer une bonne interconnexion qui nous permettrait de nous sentir plus stables émotionnellement. Et on apprendrait à grandir intellectuellement. Cependant, tout ne fait pas partie de cette croissance et de cette stabilité comme nous le souhaiterions. Il y a aussi de nouveaux défis ou l'opportunité d'apprendre, ainsi que d'autres possibilités pour faire face à différents problèmes que la vie nous présente. Il s'agit de résoudre des situations anciennes non résolues, tout en changeant les modèles de comportement qui sont ancrés dans le passé. L'objectif principal est de lutter pour sauver nos anciens principes d'innocence, de simplicité, de naturel et d'empathie que l'on a perdus depuis notre enfance. Cependant, souvent cette requête ne se passe pas comme nous l'espérions. Elle devient si destructrice qu'elle peut conduire au rejet, au mépris, ainsi qu'à la trahison de notre propre estime de soi, et de la confiance en soi qui nous faisait ressentir un espoir d'amélioration tant souhaité. Mais le destin nous a donné un autre avenir, et a changé nos vies en modifiant profondément ce qui était prévu, et c'est terrible car ça nous entraîne dans la douleur et le malheur. Il est clair que notre existence comporte maintenant de nombreux dangers. Plus encore si nous négligeons les catastrophes naturelles, les accidents que nous pouvons avoir, et l'exposition aux germes, aux toxines et aux produits chimiques, qui peuvent endommager notre organisme, tout en sachant que nous faisons partie d'une chaîne de réactions neurochimiques. C'est pourquoi, nous devons savoir comment gérer nos vies et ces dangers, ainsi que notre cerveau. Sachons que toute participation à des activités positives favorise la plasticité du cerveau et le processus de neurogenèse, ainsi que la naissance de nouveaux neurones dans le cerveau. Il est indéniable que toute personne qui a mené une vie plongée dans des activités intellectuelles et émotionnelles, grâce à son éducation, elle sera alors en possession d'une énorme réserve cognitive et interne. Ce qui est très positif, parce que nous serions en mesure de différencier un acte destructeur d'un acte constructif. Aussi pendant l'activation émotionnelle intense, s'expriment différents modèles de comportement. Et certains gènes sont davantage impliqués dans notre état d'esprit. Ce sont des gènes qui établissent un lien entre la pensée et le corps, entre la biologie et la psychologie, et qui constituent une partie importante de la manière dont les états psychologiques peuvent affecter positivement ou négativement notre façon d'agir quotidienne. Tout dépend de la façon dont nous pensons, agissons et ressentons, pour que nous ayons une évaluation impartiale exacte de qui nous sommes. Les facteurs génétiques ont véritablement un rôle clé, puisqu'ils sont directement impliqués dans la production de neurotransmetteurs du cerveau, et peuvent conduire à une plus grande propension à l'agression, l'alcoolisme et au meurtre violent. C'est pourquoi il faut tenir compte que les gènes sont liés à notre comportement individuel, et à tout ce qui fait qu'à un moment donné on tombe malade ou pas. Sans oublier que le cerveau maintient une relation permanente avec tous les organes de notre corps, et a la capacité d'être une source inépuisable de bien-être. Notre cerveau, en plus de nous guérir, nous donne aussi les clés pour apprendre à l'utiliser et en profiter.
Hélas, il s'agit d'une arme à double tranchant, car en plus de nous guérir de maladies, le cerveau peut aussi nous apporter des troubles cognitifs, des problèmes de mémoire et des changements de personnalité. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens avec des troubles bipolaires graves et des troubles psychiques qui fragilisent l'esprit. Cette instabilité psychologique accompagnée de crises et d'altérations anormales d'humeur est liée à des facteurs héréditaires et au dysfonctionnement du système nerveux entre autres. Soulignons au passage que le cerveau est spécifiquement plastique, c'est-à-dire qu'il a les propriétés d'être modifiable. Les gènes ne déterminent pas le sort de notre cerveau. C'est sa malléabilité qui se produit tout au long de la vie qui permet à nos actions et à notre mode de vie de jouer un rôle très important dans la façon dont notre masse cérébrale évolue physiquement. En nous basant sur des comportements, nous pouvons comprendre qu'un cerveau sain nécessite une quantité précise de plasticité, en réponse à toute influence variante. Et dans la variante d'influence négative se trouve le cerveau des criminels, ainsi que d'autres pathologies qui sont maintenant en vogue. On peut comprendre ainsi que le comportement des violents se caractérise par un esprit limité et inflexible, car ils ne voient les choses que de leur petit monde agressif. Le cerveau comme centre de base de la vie intellectuelle exerce aussi son rôle dans le contrôle de la santé générale, grâce au système nerveux autonome. En fait, le cerveau est le seul organe dans notre corps qui n'est pas soumis au contrôle des pensées. C'est pourquoi chaque personne est libre de jouer un rôle actif dans la santé de son cerveau. Tout ce que nous pensons, faisons et ne faisons pas, est géré par notre cerveau. C'est une machine extraordinaire qui détermine nos progrès, nos impulsions et nos limites. C'est pourquoi il nous permet de recevoir du monde extérieur une myriade d'informations et de prendre des décisions pour agir. C'est l'axe de la perception, de la logique et de l'action. Et bien que la grande majorité des gens veulent être heureux, le bonheur dépend en grande partie de la chimie du cerveau. On peut donc comprendre que les fondements biochimiques du bonheur sont placés dans le même cerveau qui se connecte avec l'âme-conscience de notre cœur. Si nous réussissons à le contrôler correctement, il pourrait être l'allié qui nous aiderait à être plus subtils et non plus denses. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont froides, insensibles et intellectuelles. Il ne fait aucun doute que notre entourage peut façonner et de définir notre humeur et notre biologie, de même que nous aussi. Nous avons une influence similaire sur eux, et cela se produit de façon presque automatique. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une interaction sociale, elle devrait être accompagnée d'une prestation cognitive efficace. De sorte qu'avec une simple conversation, on puisse établir des interrelations plus coopératives qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes complexes. On peut comprendre ainsi que chaque personne a un procédé cérébral différent, dont le défi est d'optimiser et d'améliorer tous les mécanismes neurogénétiques positifs, pour que l'on puisse acquérir des capacités. C'est pourquoi une pensée positive qui accompagne habituellement l'optimisme devient un facteur essentiel pour faire face au stress et à ses inconvénients, ainsi qu'aux différents conflits existants. Nous ne voulons pas dire par là que nous pouvons ignorer nos responsabilités et les dangers qui peuvent s'abattre sur nous et notre famille. Parce qu'il y aura toujours des individus à l'affût pour essayer de déstabiliser nos vies. Pour contrer ces dommages potentiels, nous avons besoin d'une contribution personnelle consciente et cohérente, afin de pouvoir récolter des résultats efficaces et positifs. La plupart des personnes utilisent le cerveau pour se mettre en relation et interagir avec le monde extérieur. Raison pour laquelle notre cerveau ne cesse de penser.
Et même si on pouvait le ralentir un peu, à cause de sa consommation d'énergie, il se recharge à nouveau et continue d'exercer son rôle de traitement des pensées, des intentions, des tendances et des actions quotidiennes. Parmi les tendances et les actions qui font partie de notre quotidien, il y a une diversité de stimulants et de substances psychoaddictives que nous devrions prendre en compte, comme par exemple la caféine. Il s'agit d'un alcaloïde organique que produisent certaines plantes tropicales, et lorsqu'il est fréquemment consommé, il modifie le système nerveux, et par conséquent le cerveau aussi. C'est pourquoi il doit être consommé avec modération. Principalement parce qu'il s'agit d'un stimulant qui accélère l'activité du cerveau et de la colonne vertébrale. Alors la personne devient plus énervée, anxieuse et avec une énergie qu'elle a du mal à gérer. Et cela se produit pendant plusieurs heures suite à la consommation. Il provoque dans la grande majorité des personnes des symptômes très similaires au syndrome du sevrage, car il modifie notre humeur. Mais en plus de ce stimulant qui excite le cerveau et accélère l'activité physique, il y a aussi des stimulants plus nocifs comme la cocaïne, le crack, les amphétamines et d'autres drogues qui nuisent gravement à la santé. On a également la cigarette qui affecte non seulement le système respiratoire, mais aussi le système digestif et qui provoque des problèmes dans le métabolisme, de nombreuses fonctions corporelles en général, ainsi qu'une accélération dans le processus de vieillissement cérébral à cause du poison de la nicotine, en plus de causer le cancer du poumon et du larynx, comme on peut le voir chez des millions de personnes qui ont la mauvaise habitude de fumer. Des études destinées à une meilleure compréhension du phénomène de la violence à niveau individuel ont conclu que la structure de la composante génétique et ses fonctions sont impliquées psychobiologiquement dans les comportements agressifs et violents. La participation des neurotransmetteurs, principalement la sérotonine et la noradrénaline, et l'influence des structures cérébrales du lobe préfrontal dans le système limbique,
ainsi que dans l'amygdale, dans l'hippocampe et dans le cortex temporal, ont également été vérifiés. Notre cerveau fait partie d'une structure sur laquelle intervient la conscience et tout un ensemble d'états mentaux, rationnels et intellectuels, qui sont indispensables pour savoir comment nous conduire dans les multiples activités de la vie. Le cerveau est le centre de notre propre essence. Et en tant qu'êtres humains, nous ne pourrions pas être ceux que nous aimerions être, s'il ne fonctionne pas correctement. Il est important de savoir que les cellules conservent des informations de toutes les expériences passées et de tous nos conditionnements génétiques. Par conséquent, toutes ces informations sont pleinement vécues. Et bien que nous ne puissions pas les percevoir mentalement, elles déterminent souvent les modèles physiques, émotionnels et rationnels. Cela signifie que nos cellules sont bombardées quotidiennement par des émotions, qui génèrent des pensées et des croyances, produisant ainsi selon les cas, des sentiments de tristesse, de mal-être, de culpabilité et d'autres états émotionnels. Cela nous mène à penser que les cellules de notre organisme sont en mutation permanente. Si nous ne prenons pas soin de notre corps, elles peuvent se convertir en facteurs pathogènes et causer des maladies et des handicaps dont nous ne pourrons pas guérir. Ces maladies pernicieuses peuvent être un véritable obstacle pour notre survie. Ce ne sont pas les seuls risques qui existent, mais nous sommes aussi des habitants d'un monde qui peut être hostile à tout moment, en fonction de notre sexe ou de notre patrimoine génétique. Des études scientifiques démontrent qu'il y a beaucoup de probabilités de développer un comportement antisocial et agressif incontrôlé, accompagné d'actes criminels pendant la puberté, à cause du taux élevé de testostérone ou du changement hormonal, ce qui fait que les hommes commettent 5 fois plus de meurtres que les femmes. Cependant, il a été découvert neurologiquement que le comportement violent peut être la conséquence d'un esprit déformé, irrationnel et pathologique, qui voit les choses de façon différente des gens normaux. Mais quelles sont les principales causes de cette violence sociale qui ne cesse d'augmenter ? Est-ce que la sauvagerie évidente des films d'horreur et des cyberjeux malsains y contribue ? Bien que l'on croie que les films soient la meilleure façon de se détendre et de se distraire, la vérité est qu'ils provoquent des états émotionnels disparates, qui génèrent des instincts de passion ou de panique. C'est pourquoi ceux qui sont fascinés par les films d'horreur aiment généralement participer à des aventures extrêmes. Mais leur corps est également affecté psychologiquement car leur fréquence cardiaque est intensifiée, ainsi que la pression artérielle, le cortisol et l'adrénaline. Les films d'horreur peuvent réveiller en nous des souvenirs d'événements traumatisants. Ils peuvent déstabiliser notre sommeil qui risque d'être perturbé par des cauchemars, des phobies mentales. Ces films malsains peuvent causer de graves séquelles psychologiques chez beaucoup de gens inconscients. De nombreux chercheurs ont même conclu que ce genre de projection, principalement les films de violence et d'horreur, ou les possessions démoniaques, les viols et les effusions de sang, sont montrés d'une manière perverse. Ils ne sont pas seulement une menace pour les sens et le comportement quotidien. Dans de nombreux cas, il y a des spectateurs qui ont du mal à établir la différence entre réalité et fiction. N'oublions pas que certaines images peuvent rester à jamais, enregistrées dans leur psychisme et dans leur subconscient. S'ils ne font pas attention, les amateurs de films pornographiques peuvent facilement être influencés par des comportements de fiction. Ils pourraient se trouver à applaudir un criminel sadique assoiffé de sang et de pouvoir, sans s'en rendre compte. C'est précisément dans ce genre de films malsains que les psychopathes manifestent leur comportement violent.
provenant d'un esprit déformé et irrationnel, qui a du mal à contrôler ses impulsions animales. Il est également difficile pour eux de se sentir coupables ou d'avoir des remords pour ce qu'ils font. En plus de ces personnes atteintes de maladies mentales, il y a aussi ceux qui souffrent de troubles de l'identité dissociative, ou de la personnalité multiple. Nous parlons de personnes qui ont une perte partielle, ou une déconnexion entre la mémoire passée, la mémoire cognitive et l'identité personnelle. Elles souffrent aussi d'une perte du contrôle des mouvements corporels qui les affectent dans les domaines familiaux, sociaux, éducatifs, professionnels, etc. En réalité, la dissociation est la perturbation des fonctions de la conscience, de la mémoire, de l'identité et de la perception de l'environnement qui restreint diverses fonctions psychiques. Le terme dissociation psychotique définit un phénomène psychosocial qui est le résultat du processus systématique de manipulation mentale, au moyen d'images et de messages audiovisuels dirigés vers le subconscient, dans le but d'établir certains modèles de comportement et certaines approches cognitives destinées à créer une réalité déformée. Un individu dissocié perd progressivement sa capacité à définir la frontière entre le vrai et le faux. Il lui est difficile d'analyser et d'interpréter ses besoins, les faits et les phénomènes socio-politiques et économiques, de manière raisonnable et objective. Quand il perçoit qu'il va être abandonné ou qu'il se considère méprisable, son autre moi surgit en montrant l'autre personnalité hostile, dominante, manipulatrice et même cruelle. Le trouble dissociatif de l'identité ou la personnalité multiple est une maladie psychopathologique très délicate qui fait des ravages partout. En réalité, comme nous l'avons dit, c'est une maladie qui se caractérise par un manque de connexion entre les pensées, la mémoire et l'identité de la personne. Il a même été constaté que le trouble dissociatif se produit généralement chez les personnes qui ont subi une très forte tension émotionnelle ou un traumatisme pendant l'enfance. Le trouble dissociatif d'identité est également chronique, et il est potentiellement invalidant puisque l'identité est annulée, en générant des dépressions et de l'anxiété. Les personnes atteintes de cette maladie sont aussi enclins à se faire du mal avec des épisodes d'automutilation et même de suicide. L'instabilité et la fragilité du caractère et du comportement peuvent souvent constituer une étape vers la manipulation. On peut le voir chez des personnes faibles, qui manquent d'une vraie identité, et qui dans de nombreux cas ont une double personnalité, qui a été créée par un contrôle mental puissant ou MK Ultra. Comme ça a pu être vu dans le show business. C'est pourquoi nous devrions avoir des objectifs clairs dans la vie, afin de ne pas être manipulés par des gens qui veulent uniquement profiter de notre fragilité et diriger notre existence. Il s'agit d'un problème social croissant qui consiste à faire du mal, et que l'on voit encore chez les enfants et les jeunes. En fait, même si beaucoup ne l'acceptent pas, la violence chez les jeunes est de plus en plus présente dans les cinémas ou les écrans d'ordinateur. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle a été banalisée et énormément minimisée. En croyant qu'il s'agit de quelque chose de transitoire, les parents et les dirigeants sociaux ne prennent pas en compte que l'on est en train de créer un grand chaos d'où il sera très difficile de sortir. À l'heure qu'il est, nous pouvons nous rendre compte que les causes de la violence sociale sont souvent très variées, et qu'elle pourrait aussi être liée à l'éducation reçue et à l'absence des parents, ainsi qu'aux familles en manque d'identité. Elle peut aussi être liée à l'injustice, à des normes autoritaires, à des facteurs économiques, ainsi qu'à des croyances religieuses ou politiques. Elle peut avoir une relation avec l'exclusion sociale, les liens associatifs avec des groupes marginaux et contradictoires, l'inégalité et les drogues, ainsi que les nombreuses addictions qui ont été créées par le système pour mettre fin à cette civilisation.
Outre les divers stupéfiants toxiques et alcaloïdes qui font tant de dommages à l'humanité comme nous l'avons mentionné, il y a aussi l'addiction à l'alcool. L'alcool est la plus ancienne substance connue. Et lorsqu'on en consomme, on observe des comportements violents qui sont à l'origine d'innombrables agressions subies par les femmes, de la part de leurs compagnons qui agissent sous l'influence de la boisson. C'est un dépresseur cérébral qui agit rapidement et inhibe les fonctions neuronales dans beaucoup de parties du cerveau, tout en libérant de la dopamine et de la sérotonine. Et bien que l'alcool puisse arrêter une crise de panique à ses débuts, en faisant que celui que boit se sente bien, au moins pendant un certain temps, le problème est que s'il continue à boire, il finira dans l'addiction. Et cette dépendance perturbe ses sens en lui enlevant tout pouvoir de s'auto-contrôler, physiquement et émotionnellement. Ce qui est encore plus délicat dans tout ça, c'est que cette dépendance nous conduit à des réactions sauvages. Dans d'innombrables cas, l'alcool est une possibilité d'évasion à beaucoup de problèmes, dont on n'ose pas parler, et la meilleure façon de s'évader est de se saouler tout en perdant le contrôle de sa vie. Un autre facteur de violence est dû à une éducation déficiente et à l'ignorance, qui ne vont pas aider à contrôler les pulsions ou l'incompatibilité des caractères. Des neurologues ont conclu que le cerveau change et s'adapte en fonction des circonstances pour nous rendre généreux et humains, ou bien le contraire, mesquin et méchant. Tout dépend des pensées que nous alimentons dans notre mental. Si nous sommes incapables de contrôler nos pensées, le résultat est que nous serons soumis au diktat du mental. Et nous ne pourrons plus sortir de cette incapacité où s'installent les élucubrations mentales pernicieuses. Mais en dehors de ces attitudes sauvages que beaucoup de gens ne peuvent plus contrôler, en raison d'une agressivité grandissante et du manque de culture, se trouverait-il qu'en plus de leur ignorance, y aurait-il un motif pour lequel des actes instinctifs puissent avoir lieu? Ou s'agirait-il d'un problème de type neuronal? Les neurologues savent très bien que notre cerveau est 3 fois supérieur à celui des primates, et qu'il est constitué de différentes zones qui se sont développées au fil du temps. Au cours de ce processus évolutif, il a acquis de nouvelles fonctions et des capacités de plus en plus complexes, qui ont abouti au développement du cerveau triunique, dont le cerveau reptilien ou le complexe reptilien que nous partageons avec d'autres mammifères et reptiles. Sa fonction basique est de déclencher nos mécanismes de survie les plus primitifs, tels que se protéger des menaces éventuelles, de se défendre ou de fuir pour se mettre à l'abri. Dans ce sens, on y a trouvé un lien avec ce qu'on appelle le gène du guerrier, qui déclencherait une attirance pour les situations à risque, et par conséquent une augmentation des comportements violents. Cette partie du cerveau reptilien, qui occupe 10% de notre masse cérébrale, n'est pas dotée de la capacité de réfléchir. Elle n'agit que de manière inconsciente, suivant l'instinct de conservation. Dans cet instinct se trouve la recherche du plaisir, et toutes ces sensations qui réveillent certaines pulsions animales et agressives. Des neurologues et neuroscientifiques éminents mettent en relief le fait que le cerveau reptilien va toujours de pair avec les addictions et les comportements complètement primaires, dans la mesure où il est instigé par le pouvoir, la force et la domination. Par conséquent, là où le besoin de pouvoir et d'hégémonie sera manifeste, le contrôle des émotions sera faible et l'influence du cerveau reptilien se démarquera de manière notoire. Ce fait est facile de corroborer chez les personnes de comportement instinctif, qui par nature sont énergiques et très orientées vers le monde extérieur. Cela n'empêche pas pour autant qu'elles soient toujours sur la défensive, car elles se sentent facilement blessées et trahies, ce qui fera qu'elles n'hésitent pas à réagir avec une agressivité marquée. Et bien qu'elles essaient souvent d'établir des relations sociales, et de faire semblant d'une complicité accompagnée d'une ouverture exagérée,
Elle cache derrière ce comportement un intérêt camouflé et difficile à gérer. Une autre caractéristique du cerveau humain reptilien est le fort comportement territorial, qui pousse à défendre à tout prix notre fief et nos possessions. Or, cette protection, bien que de fois soit une conduite humaine pour se préserver, pour bon nombre de gens c'est la nécessité de cantonner avec zèle leurs effets personnels. Comme nous l'avons vu, l'instinct irrationnel géré par le cerveau reptilien nous conduit à renforcer notre sécurité par la défense et l'attaque. En particulier dans l'espace où nous évoluons, afin d'assurer nos foyers et nos biens. De plus, le cerveau reptilien cherche à être en accord au sein de la tribu à laquelle on appartient. Ainsi, des comportements rusés qui ne correspondent pas à ceux du groupe seront proscrits. Ainsi donc l'alliance sera privilégiée et les confrontations seront bannies, à moins de vouloir se disputer autour d'une saisie. Une autre attitude qui pèse lourdement sur le cerveau reptilien, c'est le fait de dire souvent qu'il s'agit de mon territoire. Ici je commande. Je suis au-dessus des autres. Si je suis arrivé là, c'est parce que je suis le plus fort. Il est bien connu de nous tous que le cerveau reptilien est provocateur, cherchant que personne ne s'en approche, car il considère que tout le monde doit se soumettre à sa volonté et à sa décision. C'est-à-dire, il cherche farouchement à maintenir son hégémonie et son pouvoir, même s'il doit soumettre sa propre famille. De la même manière, c'est la partie du cerveau qui nous pousse à établir une position hiérarchique, où l'on se bat pour être par-dessus les autres. C'est pourquoi une grande partie de nos décisions ne sont pas prises par la raison, mais par l'instinct de suprématie et de pouvoir. Et même si la raison veut par la suite chercher des excuses pour justifier son choix, sachons que c'est toujours le cerveau reptilien qui déclenche la décision. Cette quête de pouvoir et de commandement peut être observée non seulement dans le milieu social, familial ou professionnel, mais également dans les positionnements politiques, où l'on se bat ouvertement pour accéder à la plus haute fonction. À cet égard, le fait de discréditer voire abattre son adversaire est légitime, pourvu qu'il ne soit plus un obstacle pour celui qui veut accéder au pouvoir. Le cerveau reptilien est également celui qui détermine l'affinité avec une idéologie politique, de même que l'émotion, qui fait que les masses et leur voix, lors des scrutins, soient dirigées vers tel ou tel candidat. Bien souvent, le choix des gens répond plutôt à une propagande politique très subjective. D'autant plus lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle nos politiciens jouent avec leurs promesses non tenues. De nombreuses campagnes politiques cherchent à organiser de grandes concentrations pour attirer l'attention de l'électorat. C'est ici que le cerveau reptilien conçoit une stratégie bien axée sur la séduction des auditeurs trop crédules. Ces stratégies ambitieuses encouragent les participants à adhérer à des positionnements partisans, visant la défense du territoire, le respect des hiérarchies, et ce qui est plus triste encore, tout cela au nom de la liberté et de la démocratie. Si jamais ce plan n'aboutit pas, c'est alors qu'ils vont s'appuyer sur une astuce reptilienne, qui consiste à s'adopter une nouvelle méthode qui fait appel aux facteurs émotionnels, en même temps qu'à l'agressivité instinctive. Nul doute qu'ils savent parfaitement qu'avec cette ardeur de possession, ils pourront conserver leur territoire pour plus tard, combattant et dominant d'autres peuples sans défense. C'est à ce moment-là qu'ils chercheront un prétexte quelconque pour entrer dans la phase impérialiste d'invasion. Cela nous montre clairement que le cerveau reptilien s'est fait avec toutes les commandes de la domination mondiale et une amoralité déconcertante. À cet effet, l'appui indéfectible des médias officiels subornés va s'avérer très utile, en échange d'une grosse commission pour tout leur travail de désinformation. Ceci dit, il existe aussi une partie de la société plus consciente du double jeu politique, qui demande des réponses et des actes face à tant de mensonges et de démagogie.
Et comme elle fait preuve de discernement, elle sait bien ce qui cache les gouvernements, n'étant de ce fait si facilement séduite. Malheureusement, la majorité des personnes ne s'orientent pas la plupart du temps vers ce qui est correct et rationnel, parmi les options du cerveau. Mais leur choix se tourne vers le côté reptilien, dénué de compassion et d'empathie. Il s'agit là d'un moi grossier qui ne comprend que les grands contrastes, noir ou blanc, et rien de plus. C'est la raison pour laquelle l'industrie cinématographique, en parfaite maîtrise de la méthode du cerveau reptilien, réussit à vendre leurs produits à des milliers d'acteurs qui vont lui procurer d'énormes bénéfices, tout en dégénérant des millions de personnes ingénues, qui méconnaissent la conséquence de leur comportement. Nous parlons d'une façon d'agir pour bien contrôler les célébrités du cinéma, et s'en servir tout en profitant de leurs vices et plaisirs infrahumains. Le procédé manipulateur de l'industrie cinématographique repose sur la peur et la promesse de rendre quelqu'un célèbre, à condition que la personne en cause obéisse inconditionnellement. C'est pour cette raison qu'elle va s'assurer en faisant signer un document de confidentialité pour ceux qui débutent dans leur tout nouveau poste. Or, ce qu'ignorent ces subordonnés du grand écran, c'est qu'ils seront dédaignés et mis en décharge lorsqu'on n'aura plus besoin d'eux. Ces abus délibérés et excessifs ne se produisent pas uniquement dans le monde sordide du cinéma, mais on peut les trouver également chez les modèles qui participent aux célèbres défilés de mode partout dans le monde, et qui défilent avec un air hautain, portant des vêtements excentriques que personne ne mettra jamais. Mais les filles doivent obéir aveuglément si elles veulent garder leur poste. Peu importe leur apparence ridicule dénuée du bon goût esthétique. En fait, l'ambiance des défilés, même si cela peut sembler attrayant pour ceux qui veulent être à la mode, c'est un environnement plutôt vicié et maladif, où des jeunes personnes doivent se plier aux exigences de leurs promoteurs. C'est le cas d'un top modèle portugais, et l'un des grands mannequins de lingerie de la société américaine Victoria's Secret, qui a dénoncé la pression et les circonstances inconfortables qui subissent les modèles.
Elle a avoué se voir contrainte de faire des choses qu'elle ne voulait pas. Ce qu'ils m'ont fait est inacceptable. Je me sens violée, abusée, ils m'ont manqué de respect en tant que professionnelle et en tant que femme. Elle a également déclaré qu'avant de devenir mannequin, elle a dû faire face à des situations très désagréables. Par exemple, lors d'une séance photo pour le magazine Lui l'équipe, lui a demandé de se déshabiller devant la caméra. Devant son refus à poser nue pendant la prise de photo, elle a fait l'objet de pressions très agressives pour la convaincre à accepter de le faire. Le mannequin très affecté a souligné l'importance de dénoncer ces abus lorsqu'ils se produisent et a encouragé les modèles internationaux à en faire de même. Il y a aussi le cas de l'un des hommes les plus puissants et les plus influents du monde de la haute couture, le célèbre Kaiser ou empereur de la mode, Karl Lagerfeld déjà décédé. Il a mis le feu aux poudres lors de ses déclarations qui ont fait le tour du monde, en disant qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle certaines stars ont mis 20 ans à se souvenir des abus du styliste et directeur de la création pour le magazine Interview, Karl Templer. Par ailleurs, plusieurs modèles ont dénoncé le harcèlement du photographe Terry Richardson, à New York, ayant comme preuve des images controversées aux connotations sexuelles, où on voit de très jeunes modèles dans des poses insinuantes. C'est pour cette raison que les principaux magazines de mode ont refusé ces travaux. On pourrait dire la même chose pour ce qui est du célèbre photographe Mario Testino, qui a photographié des célébrités telles que Diana de Galles, Gisèle Bündchen ou Madonna, ainsi que des membres de la royauté britannique. Il a été accusé par de nombreux mannequins de harcèlement et d'abus sexuels, étant donné qu'il leur demandait de poser nus, en affirmant que c'était le prix à payer pour triompher dans le monde de la mode. On connaît un cas similaire avec le photographe Bruce Weber, dénoncé aussi pour avoir abusé de modèles, et qui faisait déjà l'objet des plaintes déposées devant la Cour suprême de New York, pour harcèlement et comportements inappropriés à l'égard des mannequins. La réalité des faits a finalement été avérée. Un autre cas dont on a parlé est celui du mannequin brésilien, Gisèle Bündchen, qui suite à des scandales sexuels et à des allégations d'abus de la part de photographes et de hauts responsables de l'industrie, a avoué que dans ses premières années en tant que modèle, elle avait subi des crises de panique et même pensé au suicide, car elle n'en pouvait plus et ne voyait pas d'issue. Comment est-il possible qu'il y ait tant d'abus de pouvoir et de comportements inappropriés à l'égard des femmes ? Est-il impossible pour ces malades mentaux de contrôler leurs instincts passionnels provenant du cerveau reptilien ? Resteront-ils indemnes, suite à tant de dommages infligés à la société, à l'instar de ce qui se passe avec les pédophiles du clergé du Vatican ? C'est avec regret qu'il nous faut parler de ce grand traumatisme concernant l'abus des femmes, dont beaucoup pourraient être des filles ou des épouses dans nos vies. À vrai dire, beaucoup de ces femmes ont développé un sixième sens. Et c'est grâce à cela qu'elles ont pu avoir une vision plus large des choses, et même de prévenir des maladies et des accidents de leurs proches. Cependant, avec le passage des années et la décrépitude croissante de toutes les valeurs humaines et spirituelles, ce privilège d'intuition remarquable a été considérablement perdu. Et bien qu'un bon nombre de femmes essaient de conserver cette capacité dans leur cœur, le fait de vouloir garder leur statut de femme forte a mené à la disparition de certaines vertus, et elles sont souvent obligées de dire ce qu'elles ne pensent pas afin de sauver la face. Tout cela est dû à l'image de bonnes personnes qu'elles veulent afficher, et vu que les hommes n'ont généralement pas cette capacité intuitive et de perception, ce qu'ils font souvent c'est d'essayer de couvrir ou de discréditer ces quelques femmes pures de cœur, et dans leur action qui existe encore. Nous disons qu'il y en a de moins en moins, car malheureusement, une majorité grandissante de femmes ont perdu la sensibilité du cœur, du fait qu'elles ont été entraînées dans les vices et les dégénérescences par les hommes.
Ce grave problème social, à ce qu'il paraît, ne semble pas s'améliorer. Au contraire, le caractère féminin est devenu dans de nombreux cas insupportable. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'être contre les femmes, mais tout le contraire. Notre intérêt est d'essayer de sauver ce caractère simple, doux et assertif qui est en train de disparaître. Nous espérons sincèrement qu'il y aura une plus grande prise de conscience à propos de ce qui est dit ici, et que les hommes ne pervertiront plus les femmes. De sorte qu'au cours de ces dernières années de survie, une relation réussie homme-femme soit établie comme il se doit. Parallèlement, si nous faisons une brève analyse de la différence cérébrale, il est connu en neurologie que le cerveau des femmes fonctionne différemment à celui des hommes. Dans le cas des hommes, la communication neuronale au sein de chaque hémisphère est optimale, alors que les femmes ont une meilleure communication entre les deux hémisphères. On pourrait en déduire que le cerveau féminin est mieux équipé pour le traitement analytique et intuitif, et le cerveau masculin serait mieux équipé pour la perception et la coordination des actions. Aucune étude scientifique sérieuse n'a montré jusqu'à présent que les hommes soient plus intelligents que les femmes ou vice-versa. Ce qui montre qu'il n'y a aucune indifférence qui justifie une sorte d'exclusion sociale ou de mépris vis-à-vis des femmes. Et bien que hommes et femmes ne soient pas génétiquement identiques, ou que leurs corps ne soient pas égaux, le cerveau de la femme est plus petit en relation à son corps, et ses connexions se trouvent plus serrées. Ces deux hémisphères sont très similaires et communiquent très bien d'un côté à l'autre. C'est en quelque sorte la base qui lui donne la capacité d'avoir de l'empathie, et une connaissance plus directe et moins cartésienne de la réalité. Cela ne veut pas dire qu'elle n'utilise pas la raison, mais qu'elle a la capacité de percevoir plus intuitivement, comme nous l'avons dit avant. Autrement dit, les hommes et les femmes utilisent des voies différentes pour effectuer la même activité, mais nous sommes complémentaires, bien que nous remplissions des fonctions différentes. Le cerveau de l'homme est plus asymétrique, et ses connexions se trouvent plus séparées. Les fonctions de l'hémisphère gauche restent du côté gauche, et c'est pareil pour l'hémisphère droit. La communication entre les deux hémisphères étant moins puissante que chez la femme. De nombreuses études ont cherché à expliquer le sixième sens féminin, et ont découvert que cela pouvait être lié au fait que le cerveau des femmes est plus actif dans de nombreuses régions. En particulier dans le cortex préfrontal, ce qui expliquerait pourquoi elles ont de plus grandes capacités d'empathie et d'intuition. Cependant, les hommes ont enregistré davantage d'activités dans des domaines qui contrôlent la vision et la coordination, ce qui leur confère des qualités très différentes. D'autres recherches ont montré que les femmes sont plus intuitives en raison de certains facteurs biologiques hormonaux liés à la faible exposition prénatale à la testostérone dans l'utérus, ce qui les prédispose à être plus intuitives et moins réfléchies durant leur vie. Par contre, les hommes qui reçoivent plus de testostérone prénatale sont donc plus aventuriers et moins empathiques. Mais cela les aide à être plus réfléchis et plus analytiques, donc plus concrets, sans que pour autant, l'un ne soit meilleur que l'autre. Car parfois se laisser guider par l'intuition et par l'émotion peut nous donner de meilleures solutions. Dans d'autres cas, réfléchir sur un sujet et prendre une décision plus réfléchie pourrait s'avérer très nécessaire. Dans le même contexte, une étude récente menée par l'université de Cambridge indique que les femmes peuvent avoir cette capacité intuitive de percevoir et d'interpréter les émotions des autres, en raison d'une composante génétique qui serait inscrite dans notre ADN. Des scientifiques ont fait aussi une expérience qui montrait que la plupart des femmes pouvaient savoir ce que les autres pensaient en se basant simplement sur les sensations et les émotions, même lorsque les expressions faciales étaient floues ou ambiguës. Et ce n'est pas tout.
Elle pouvait aussi deviner ce que les gens ressentaient en regardant dans leurs yeux, d'où l'expression que les yeux sont le miroir de l'âme. Ceci obéit au fait que dans l'ADN féminin, comme cela a été publié par la revue Molecular Psychiatry, il existe un génome qui facilite l'empathie cognitive avec les autres, ou ce que nous appelons l'intuition féminine, qui est, en réalité, la capacité de faire une lecture très précise du regard. Il faut dire également qu'à cette époque de temps d'irrégularité et de vice, une grande partie de ces privilèges innés chez les femmes ont été fortement anéantis voire perdus, en raison d'un comportement débridé et libertin, propre d'un milieu obscur et traumatique. Tant que cette conduite débridée et dégénérative du cerveau reptilien ne s'arrêtera pas, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, tout restera pareil et pire encore. La dénommée musique hard rock est également imprégnée de l'atmosphère lugubre du cerveau reptilien, où bon nombre de gens naïfs finissent par tomber. Au sein de cette mouvance, il existe différents messages subliminaux ou directs, dont la fréquence est inférieure à celle de la perception, et qui sont destinés aux auditeurs inconscients. Bien que les messages chargés de densité et de bruit échappent souvent aux oreilles des participants, en proie à la folie, le subconscient de chaque spectateur enregistre le message, pour pouvoir plus tard reproduire la même chose qu'il a vue et entendue sur scène, avec sa famille et ses amis. Cependant, les gens présents ignorent complètement ce qui se cache derrière. Pour eux, ce n'est qu'une distraction amusante et rien de plus. Mais l'objectif des musiciens et du chanteur est bien différent. Pour eux, il est question de plonger les gens dans une atmosphère infernale, susceptible de provoquer par la suite chez le spectateur une rébellion contre les parents. Les gens sont donc encouragés à créer des affrontements de toutes sortes. Cela nous permet de comprendre pourquoi le cerveau reptilien et la dépendance au vice vont toujours main dans la main, ayant pour résultat un cerveau fragmenté, manquant d'harmonie, de fraternité et d'affection sincère. Voilà pourquoi des millions de gens piégés par ce cerveau primitif ne peuvent pas évoluer, même s'ils le souhaitent, car ils restent toujours aussi instinctifs, violents et irascibles. Tout ceci est dû au fait que le cerveau reptilien persiste à prendre des décisions irrationnelles, et non celles d'un esprit serein, pur et réflexif.
Comme nous l'avons déjà mentionné, nous vivons des événements décisifs, où il y a toutes sortes d'agressions et d'actes irraisonnables et dépourvus d'intelligence. Mais il faut aussi dire que ceci est dû en grande partie au fait que la violence de genre se répand violant le bien-être physique, psychologique ou relationnel d'une personne en raison de son genre ou de son identité de genre. À cette fin, l'agression est utilisée intentionnellement soit par la force physique, soit dans le but de blesser, d'opprimer, de limiter ou de manipuler la personne, afin de lui faire du mal. Ce type de violence peut également avoir des effets dévastateurs sur les victimes, au point d'entraîner une incapacité, voire la mort. L'agresseur agit généralement poussé par un désir de pouvoir et de domination, souvent sous l'influence de stéréotypes de genre. On sait également que derrière cela se cachent des sentiments d'insécurité, des traumatismes et une faible estime de soi, que l'on essaie de remplacer par le sentiment de suprématie, à l'égard de la victime considérée comme étant inférieure. Lorsque l'on évoque la violence de genre, on parle de celle qui est la plus courante, à savoir, celle d'un homme qui commet une série de sévices de façon systématique contre une femme, qu'il considère comme inférieure et qu'il a l'intention de dominer. C'est pourquoi on confond souvent violence de genre et violence sexiste à l'égard des femmes. Cependant, il est important de ne pas prendre parti mais aussi de dire qu'il y a aussi des hommes qui subissent ce type de violence de la part de leur conjointe. Et cela est souvent dû au fait qu'il y a des femmes qui, pour se sentir fortes, ne reconnaissent pas leurs limites et essaient de dominer l'homme. Cependant, leur faiblesse les pousse à humilier et écraser autrui, tout en se sentant supérieures. Car elles sont convaincues qu'en infligeant ce traitement de domination et de soumission, elles vont se sentir mieux. Hélas, elles ignorent qu'elles cachent une partie d'elles-mêmes qui n'est pas en accord avec leur féminité, et qui ne permet pas de construire une vraie identité. Ce comportement peut également être la conséquence du fait d'avoir subi des mauvais traitements, ou une éducation autoritaire de la part du père, fait qui se traduit de façon inconsciente, par une vengeance envers leurs époux. Cela peut être dû aussi à leur insécurité et leur ressentiment vis-à-vis des hommes, ou bien aux différents complexes et traumatismes qu'elles ont subis dans leur enfance. C'est peut-être pour cette raison qu'elles préfèrent les hommes fragiles et soumis, qu'elles pourront manipuler facilement. Et même si on en parle très peu, il y a cependant des hommes qui ont peur de leur conjointe, du fait qu'elles cherchent à les soumettre et à les contrôler complètement. Ces hommes craintifs envers leurs épouses ne le sont pas forcément dans d'autres contextes, pouvant mener une vie professionnelle où ils occupent des postes de responsabilité. Les hommes et les femmes expriment l'agressivité de manière différente en raison de leurs différences physiques et psychiques. Cependant, les deux sexes partagent un aspect commun, qui consiste à faire taire le fait d'être victime de l'autre. Nous parlons d'un silence où les victimes se reprochent le fait d'avoir provoqué l'agresseur afin que celui-ci ne regrette pas ses actes. Les rapports des Nations Unies et de l'OMS sur la violence de genre sont très alarmants dans le monde entier, en particulier dans les pays les moins avancés, où environ 35% des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles, de la part d'un conjoint ou d'une autre personne à un moment de leur vie. En outre, beaucoup d'entre elles sont dans des états dépressifs élevés, ont avorté et ont contracté le VIH. Les femmes et les filles migrantes et réfugiées subissent les mêmes problèmes. C'est en raison de ces abus, terribles et aveugles, que l'iniquité ne s'arrête plus. On constate en revanche une plus grande prise de conscience, en particulier dans les pays plus développés, avec un nombre croissant de plaintes concernant ces événements très graves. La violence de genre envers les femmes a deux visages.
D'une part, la vulnérabilité à toutes sortes d'attaques perpétrées par des inconnus dans la rue, et d'autre part, les femmes sont sans cesse victimes de harcèlement sexuel dans les transports publics. Il s'agit d'une forme de violence qu'un homme peut à peine subir. Elle se produit également sur le lieu de travail, où il existe une discrimination sexiste très prononcée, même si la femme occupe le même poste que son agresseur masculin. Sur le plan psychologique, on constate que les victimes de violences sexuelles se sentent impuissantes pour dénoncer leur agresseur. Ceci dû généralement à la peur et aux répercussions probables sur leurs proches. La violence de genre comprend également la violence patrimoniale, consacrée à l'usurpation ou à la destruction d'objets, de biens et de propriétés, dans l'intention de faire chanter ou de causer des dommages psychologiques irrémédiables. Il existe aussi la violence sociale fondée sur des restrictions, le contrôle et la contrainte, à l'isolement de la personne, qui consiste à la séparer de sa famille et de ses amis, en la privant de tout soutien social et en l'éloignant de son environnement habituel. En fait, ce qui attire beaucoup l'attention est le taux élevé de violences physiques ou sexuelles que beaucoup de jeunes femmes ont subi de la part de leur conjoint ou d'inconnus, alors que rien n'indique que ces violences puissent se terminer. Mais ce n'est pas tout. Le climat de violence a également pris une teinte très forte, se distinguant également par la violence psychologique, à travers laquelle l'agresseur prend du plaisir à insulter, à intimider, à rabaisser et à humilier la victime devant d'autres personnes. De même, dans cet environnement hostile, on observe la violence provoquée par les nouvelles technologies. Le cyberharcèlement ou cyberbullying, qui se fait sous anonymat pour nuire à l'honneur et à l'image publique de la victime sur les réseaux sociaux. Apparemment, ce grave préjudice social ne tend pas à s'améliorer. Au contraire, il augmente massivement.
On voit très souvent dans les rues des groupes de jeunes adolescents portant des vêtements voyants et sexy, voire avec des shorts et des collants de type cabaret, à l'âge de 13 ou 14 ans. De nombreuses fois, le port de ces vêtements si suggestifs motive la pulsion sexuelle de bon nombre d'hommes, qui essaient ainsi de les harceler. Et bien que les femmes manifestent alors de la contrariété, il semble qu'au fond elles aiment être comme ça. Il arrive que des jeunes touristes de pays occidentaux qui se rendent dans des pays musulmans s'habillent souvent de façon provocante en portant des chemises, des shorts, ou comme c'est souvent le cas, des vêtements le plus légers possible. Nous parlons d'endroits où les femmes du pays sont entièrement voilées, motif pour lequel cette façon lascive de s'habiller constitue donc une provocation. Mais quel est le résultat de tout ce comportement provocateur, dans des pays où il y a tant de restrictions envers les femmes? Le résultat évident est que les hommes locaux aiment regarder malicieusement ce genre de touristes, comme s'ils se trouvaient dans un sex shop. Donc, si la femme ne veut pas se montrer insinuante envers l'homme, quelle est la raison de son comportement? Il est clair que la liberté vestimentaire ne doit pas d'abord provoquer les hommes, pour ensuite dire « Regarde-moi, mais ne me touche pas ». Et bien que beaucoup puissent dire qu'il s'agit seulement de la mode, il ne faut pas oublier que la majorité des dessinateurs et des stylistes de mode sont des hommes qui mettent sur le marché ce qu'ils aimeraient voir. En réalité, il faut dire que le culte excessif et provocateur de la beauté du corps produit généralement l'inverse de l'effet escompté. C'est-à-dire qu'il ne génère pas de l'affection, au contraire, il conduit plutôt à une perception du corps, comparable à celle du marketing ou de la publicité. Il est clair que la coquetterie féminine est innée chez beaucoup de femmes. Cela est dû en partie au fait que la nature a choisi la femme comme responsable de la transmission de la vie. Et cela implique l'instinct de s'assurer que la progéniture soit porteuse des meilleurs gènes. Cependant, beaucoup de femmes d'une manière atavique et même inconsciente, des effets qui peuvent en résulter, provoquent l'effet appel par la manière dont elles s'habillent et se comportent. C'est peut-être pour cette raison que le célèbre chef d'orchestre, Herbert von Karajan, n'a pas voulu avoir de femmes parmi les musiciens de son orchestre. D'autre part, la plupart des hommes sont très sensibles aux effets visuels, et certains jugent une femme par ce qu'elle porte. Une façon provocante de s'habiller peut donc les amener à la voir comme une proie facile, qui cherche à attirer l'attention. Selon le Daily Mail, un tiers des Britanniques pensent que si une femme fait preuve de coquetterie, elle est tenue comme partiellement ou totalement responsable de son viol. Un quart des hommes pensent que si une femme porte des vêtements sexy ou rares, elle est au moins partiellement responsable des agressions sexuelles, provenant des prédateurs ou maniaques sexuels. C'est pourquoi selon certaines sources aux États-Unis, le nombre de viols a augmenté de 25% et 44%, et les victimes ont moins de 18 ans. Apparemment, de nombreuses femmes risquent encore de traverser des moments difficiles, et même d'être tuées par le seul fait de jouer la carte de la provocation. En Suède, le taux de viol est le plus élevé d'Europe. Et le nombre d'agressions sexuelles signalées a quadruplé au cours des 25 dernières années. En outre, selon le Business Times, l'été est la saison des fêtes et des grandes célébrations, ce qui fait que l'on voit de plus en plus des lieux sordides où la drogue coule à flot, des comportements agressifs, en particulier des agressions sexuelles. Ce phénomène inquiète et alarme la société. Cependant, beaucoup de femmes ne veulent pas se rendre compte que le corps féminin est devenu un produit de marketing, qui a limité leur autonomie d'action et de pensée. Or, tant que ce langage séduisant ne sera pas compris, il sera difficile d'éradiquer ce fléau de la tête de millions de malades mentaux. C'est triste à dire,
Mais les femmes n'ont pas compris que leur mission provocante fait partie du nouveau style iconographique de la société dans laquelle nous vivons, et représente la volonté de faire régresser le monde des libertés féminines. Bon nombre de femmes prétendent que la vraie liberté ne consiste pas à revendiquer les études, l'autonomie et la dignité, mais à se conduire toujours de façon plus séductrice et sans peur. Beaucoup des femmes fortement superficielles sont hélas clouées à leur corps avec un double destin, beauté et louange d'un côté, ou dépendance économique et sociale de l'autre. Nous parlons d'une tendance universelle caractérisée par un égocentrisme exacerbé et une vanité extrême. C'est peut-être pour cette raison que l'on voit des femmes qui se dirigent vers l'avenir remarquablement gracieuses et bien maquillées. Les cheveux au vent, le nombril à l'air, et un tatouage bien visible. Mais quelle est la conséquence de ce besoin impérieux de se conduire de façon démonstrative et séduisante ? Le résultat est que, outre le fait de tomber dans la nullité du corps, elles sont les victimes des sponsors, des vendeurs et des dirigeants. C'est-à-dire des marchands de chair humaine risquant ainsi un destin de douleur et de souffrance. Il est bien connu aussi qu'au cours de la génération précédente, d'innombrables femmes se plaignaient de harcèlement et des mauvais traitements infligés par les hommes, car le mari exerçait un pouvoir absolu sur l'épouse, au point d'en faire un objet de sa possession qu'il pouvait manipuler à sa guise. Mais ce contrôle de la femme ne s'est pas arrêté. Et cela se manifeste dans l'attitude des hommes qui sont plus visuels, centrés sur le physique. Raison pour laquelle les femmes devraient faire attention quand l'homme parle plus du physique que d'autres choses. D'autre part, il y a le machisme qui a été promulgué idéologiquement par les religions, qui présente les femmes comme un objet dangereux pour les hommes, et un motif de leur perversion. Donc on exhorte les hommes à prendre soin des dommages que la femme pourrait leur causer, en les reléguant à un rôle secondaire. C'est pour cette raison que les femmes sont devenues depuis l'Antiquité, des instigatrices du péché et de la décadence, étant leur seule présence synonyme de malveillance. Avec tous ces antécédents, il n'est pas surprenant que le phénomène macho ait créé des racines profondes, et soit toujours présent dans notre société. Dans de nombreux cas, le machisme favorise la violence de genre. Et si nous voulons éradiquer ce mal implanté par l'idéologie religieuse fanatique, nous aurons besoin d'éliminer la pensée dominante. Bref, le machisme est une attitude d'arrogance à l'égard des femmes qui a dominé notre société, où l'on montre que l'homme est le chef de famille qui prend les décisions à la maison, en tant que protecteur du foyer. C'est peut-être pour cela qu'il se croit le droit de dominer tout ce qui l'entoure, et qu'il pense être dans une position de supériorité pour faire ce qu'il veut. Une autre caractéristique autour du machisme en tant que phénomène psychoculturel est le fait que l'homme aime se voir comme un conquérant plus fort et plus puissant physiquement, au point de se vanter et d'inventer des histoires sur ses conquêtes féminines. Mais quelle est la racine de ce comportement social honteux autour du machisme ? Nous pensons que la racine est l'ignorance, la désinformation, les rejets multiples, les complexes d'infériorité, ainsi que de nombreux slogans sociaux obsolètes qui ont été transmis de génération en génération. Et si ce modèle de patriarcat ne s'arrête pas, nous ne doutons pas que la violence sexiste ne s'arrêtera pas non plus.
D'autre part, nous avons le féminisme qui est un mouvement social où les femmes sont considérées comme un groupe de personnes issues de l'oppression, de la domination et de l'exploitation, par un groupe d'hommes au sein du patriarcat. L'une des caractéristiques du féminisme étant celui de chercher l'égalité des droits des femmes, en contestant toutes les formes d'injustice sociale, historique, culturelle, politique et sexuelle, dont les femmes souffrent. Elles se battent également pour éliminer la violence et la domination des hommes sur les femmes dans la société. Puisque des millions d'entre elles ont été dévalorisées et méprisées. Par exemple, dans le monde du travail, les hommes ont été toujours considérés comme ayant des capacités supérieures, alors que le travail des femmes était généralement considéré comme inférieur, à l'exception de la maternité dans sa fonction procréatrice. C'est peut-être la raison pour laquelle d'innombrables femmes proposent de véritables changements, tels que l'égalité sociale, culturelle, la liberté dans le domaine de la pensée. Elles veulent améliorer la situation de la femme et faire face au machisme et au culte du patriarcat. Elles se battent aussi pour la mise en œuvre de lois qui les protègent contre les différentes formes de discrimination et de violence de genre. Par ailleurs, on sait qu'il existe des comportements néfastes et très féministes, par lesquels bon nombre de femmes poussées par la jalousie se sont consacrées à la tâche ingrate de provoquer des ruptures familiales ou des divorces. Parmi les problèmes sociaux qui ne cessent de se reproduire, il y a aussi la mauvaise habitude de la dramatisation, à travers laquelle on pense souvent que le monde s'est consacré à conspirer contre nous. Et bien que ce soit un problème psychosocial, il faut dire aussi que le drame en question fait partie de la vie d'un grand nombre de femmes, même si certaines exagèrent considérablement la situation. En prenant souvent les choses trop à cœur, elles sont convaincues que tous les commentaires sont destinés à les blesser. C'est pourquoi elles réagissent avec des pleurs excessifs et de la colère envers tout le monde. Et ce qui est pire, beaucoup de femmes perdent la tête en voyant qu'elles ne trouvent pas le soutien escompté, et finissent par devenir plus nerveuses, irritables et hystériques. Les recherches psychologiques autour de l'hystérie menées par Sigmund Freud montrent que la plupart de ces traitements étaient destinés aux femmes. Bien que ces traitements aient ouvert la voie à l'émergence de la psychanalyse, ce psychanalyste de renom a déclaré que la grande question restait sans réponse, et à laquelle moi-même n'ai jamais pu répondre, malgré mes 30 années d'études de l'âme féminine, est la suivante: que veut la femme ? Dans les années 70, le psychanalyste français Jacques Lacan se consacra à l'étude psychanalytique de la femme. Et dans ses formulations, Lacan établit une distinction entre l'hystérie et les attitudes féminines. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans la culture populaire, on plaisante à ce sujet. Car personne ne sait ce que veulent les femmes. D'ailleurs, elles ne le savent pas non plus. Le psychiatre Carl Jung a également contribué à ces études, affirmant que la véritable explication commençait par la recherche de l'histoire personnelle secrète de chacun d'entre nous, en cherchant non seulement dans le conscient, mais surtout dans l'inconscient. D'autres psychiatres de l'époque, comme le français Pierre Janet, ont également grandement contribué à l'étude des troubles mentaux et émotionnels, tels que l'hystérie, l'anxiété, les phobies et d'autres. En ce sens, le psychiatre anglais Winnicott a également évoqué des expériences traumatiques et certaines anomalies personnelles comme étant à l'origine de l'hystérie. De son côté, le neurologue français Jean-Martin Charcot a tenté de l'expliquer en tant que maladie du système nerveux et ses relations avec des lésions ou des altérations de certaines régions du cerveau. Ainsi, des neuroscientifiques comme le portugais Antonio Damasio
On trouvait plus tard un moyen d'expliquer l'hystérie en découvrant que le cortex préfrontal gauche avait une sorte d'interprète qui analysait en permanence nos activités et nos sentiments. Convaincu du pourquoi une chose et une autre arrivent sans prise de conscience. Ces phrases typiques « J'ai beaucoup souffert dans la vie, ce sont les nerfs qui m'attaquent. C'est le surmenage, l'éducation des enfants, etc. » conduisent à exprimer des émotions de manière exagérée ou hors contexte. Dans le but d'appliquer les avancées de la neuroscience à la compréhension de l'hystérie, le neuroscientifique italien Risolati s'est demandé si le caractère imitatif de l'hystérie, ses gestes et expressions exagérées et changeants, ainsi que sa persistance, ne serait basé sur l'action du système neuronal miroir, en raison de son implication dans le système émotionnel. Enfin, pour terminer cet important documentaire qui nous concerne directement tous sans exception au niveau social et humain, nous espérons qu'il sera bien étudié et compris. D'autant plus qu'il s'agit d'une situation très délicate. Nous espérons qu'avec un peu de réflexion et de maturité psychologique, elle pourra être changée pourvu que l'on ressente un besoin urgent de le faire. Car nous savons que nous vivons dans un monde convulsif où prévaut la violence sociale, le machisme d'une part et le féminisme de l'autre, bien que beaucoup de gens ne veuillent pas l'accepter, en raison de la forte image qu'ils ont d'eux-mêmes, et d'un énorme ego d'amour-propre. La réalité est que nous vivons dans un monde de comportements agressifs et violents. Et tant qu'il n'y aura pas de réglementation et de contrôle sur ces faits si graves, la situation ne fera que s'aggraver. Parce que comme nous l'avons déjà souligné, le machisme et le féminisme sont un moyen de séparer ce que la nature a créé. Nous pourrions peut-être nous demander d'où viennent le machisme et le féminisme. Est-ce qu'à l'époque des dieux vivants, fait qu'aujourd'hui l'athéisme et le négationnisme ne veulent plus reconnaître? N'y avait-il pas d'unité entre les dieux et les déesses au sein des cultures grecques?
hindoue, égyptienne, chinoise et même celte druidique. Se pourrait-il qu'au fil du temps il y eut un complot bien organisé pour séparer l'homme de la femme, et arriver ainsi à les mettre en confrontation? Nous pensons que ce projet ignoble a été bien mené à terme, et comme les gens vivent très abstraits dans leur faiblesse et leur inconscience, ils sont tombés sans aucune réserve dans le piège du machisme et du féminisme dominant, qui sans aucun scrupule, ont divisé et affaibli le pouvoir inséparable masculin et féminin. Et ce qui est encore plus délicat, il a fait éclater une force dualiste universelle, que le cosmos nous a toujours montrée comme une force indivisible et indissociable. C'est pour cette raison que nous ne devrions pas tomber dans le piège des manipulateurs et diviseurs de genre, car ils ne veulent que nous égarer et nous éloigner de la lumière des étoiles, qui toujours avec un amour suprême et une sagesse unificatrice veille sur nous tous.